Récemment, Oda, pour la sortie du tome 109 de One Piece, comme à son habitude, a décidé de répondre aux questions des fans. Souvent assez ridicules et parfois sérieuses, j'ai décidé de faire cette vidéo sur les actus de One Piece car étonnamment, on a eu des réponses assez claires sur certains flous de l'œuvre et même sur certains éléments qui étaient prononcés comme des incohérences par certains fans. En parlant d'incohérences, justement, abordons-la. Certains fans disaient qu'il était totalement impossible qu'après une telle défaite, le gouvernement ait pu laisser en vie ses agents, alors que le Cypher Paul lui-même avait assassiné Nero, qui avait perdu à l'époque contre Franky. Oda avait abordé ce fait-là dans les mini-aventures, où on voit que ces mêmes agents du Cypher Paul avaient affronté certains vice-amiraux. Mais de ce moment-là jusqu'au présent, il y a eu une grosse ellipse et on n'a jamais su le pourquoi du comment. Comment ces agents ont réussi à aller et être promus chez le Cypher Paul 0, alors que de base, ils étaient totalement chassés par la marine. L'auteur révélera déjà que la raison pour laquelle Spandam s'en est sorti, c'est qu'il a totalement rejeté la faute sur les autres membres du CP9 et qu'il a pu être promu grâce à une raison mystère qui nous sera révélée comme étant l'influence de son père Spandin. On a notamment vu lors du flashback de Franky. Ce sont d'ailleurs des éléments qui ont été totalement insinués dans les mini-aventures et en parallèle de ça, les mêmes membres s'entraînaient sur une île, ce qui explique déjà comment ils sont devenus aussi forts. Et en globalité, la raison sera expliquée dans le SBS car de gros bonnets de la pègre, on verra notamment un Whole Cake avec Big Mom, coopéraient avec Spandin et d'anciens prisonniers du 6e cercle pour mettre en place un complot d'invasion inconnu. Les ex-membres du Cypher Paul l'ont découvert et ont à eux seuls défait cette alliance et grâce à des preuves l'ont révélé au gouvernement qui suite à ça ont réintégré les membres dans le CP0 et comme Spandin avait perdu toute son autorité, il est juste sur son lit en étant malade et aujourd'hui Spandam est devenu le sous-fifre de Lucci et le chef de ce fameux Cypher Paul Aegis 0. L'information qui suit est portée sur Kuma et sera un peu plus brève que celle avec le CP9. Car un fan demandera simplement comment marchent les déplacements du fruit de Kuma. Certains sur les réseaux disaient que son pouvoir était totalement abusif, au vu du fait qu'il pouvait carrément envoyer quelqu'un sur Loftel ou sur une île inconnue. Mais Oda a totalement mis un stop à cette idée et a révélé que pour l'utilisateur du fruit, du coussinet, il fallait d'abord qu'il visite le lieu avant de pouvoir se déplacer ou déplacer une personne là-bas. La raison de pourquoi Kuma connaît autant d'endroits a été vue dans le flashback, car pour trouver un remède à la maladie de Bonnie, il a fait tout simplement un tour du monde, jusqu'à même arriver sur l'île de Luffy. Mais il y a quand même des choses qui, de par cette information, restent un mystère. Comment Kuma a-t-il pu téléporter Luffy sur Amazon Lily, surtout en pleine ville? Pour Zoro, on comprend bien car il n'est pas arrivé dans le château, mais aux abords de l'île. Et dans le chapitre 1099, on voit qu'il observe le château, mais on ne sait pas s'il y est rentré. Mais Amazon Lily est catégorique sur le fait que chaque homme qui pose un pied sur l'île doit mourir. Alors comment a-t-il pu s'échapper ou même survivre ou même demander à Boa Hancock si elle possédait un remède? C'est un mystère qui ne s'est pas résolu mais qui j'espère aura un jour une réponse. Ensuite on va revenir sur le Cypher Paul ou plutôt sur la membre qui affrontera Nami durant Enies Lobby. Je parle évidemment de Khalifa. Enfin, je ne vais pas parler précisément d'elle, mais vous allez assez facilement comprendre. Un fan demandera qui est réellement Alpha. C'est un personnage qu'on a vu lors du flashback de Kuma et qui s'occupait de surveiller Jewelry Bonnie durant son enfance. On découvrira que c'est un membre du CP8 et que qui que ce soit, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Khalifa elle-même. Je m'étais pendant ma lecture moi-même posé la question et pour moi il était évident que vu le fanatisme d'Oda pour les easter eggs cachés, il relie à chaque fois, il était sûr qu'elle serait liée à cette dernière. Il dira qu'en réalité cette femme est la cadette de la famille et confirmera que leur père se prénommait Lasky et qu'il est celui qu'on verra durant le flashback de Robin dans le CP9. Il forme une famille d'assassins du gouvernement même si on ne connaît toujours pas la mère. Il précisera que le gouvernement mondial élève les assassins sans lien de parenté et que leur cas est donc extrêmement rare. Ce qui est d'ailleurs sûrement dû au fait que leur capacité physique dans la famille est quelque chose que le gouvernement aime. Mais ils sont sûrement les seuls à avoir cette faveur. Malheureusement pour eux, ils ont été élevés écartés de leur famille. Donc même s'ils sont liés par le sang, ça ne les concerne pas vraiment. La raison de tout ça a été expliquée et en réalité très simple, les émotions sont un frein et un danger pour un assassin. Restons du côté du gouvernement mondial avec une question demandant quel était le nom de l'épée de Fujitora. C'est un truc qu'on ne s'était pas forcément posé car elle ne nous paraissait pas fortement spéciale. Et d'ailleurs quasiment banale vu que Brook en avait une similaire. D'ailleurs l'amiral s'en servait même de canne tellement il ne respectait pas son épée. Au grand jamais, on ne se serait douté qu'en réalité elle faisait partie des 12 plus grandes lames du monde de One Piece. Elle rejoint les lames les plus rares aux côtés de Goldie Roger, Barbe Blanche ou même Mihawk. Il y en a une restante qui est le Shodai Kitetsu, mais à ce jour on ne sait pas qui la possède. Mais des théories circulent car Oda nous a révélé un jour son apparence et elle a l'air de ressembler à celle que porte Vénus à sa taille lors de l'incident d'Egghead. Il faut se dire que là c'était une simple question donc pas forcément d'information de fou. Mais on a quand même son nom qui a été donné et elle se nomme Yakuza Kasen.
qui peut se traduire par la ligne de feu Yakuza. On y voit le kanji du feu, donc sûrement que sa lame possède des facultés en rapport avec cet élément, mais on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Pour la suite, j'en avais parlé dans une vidéo foreshadowing, ou détail, mais c'est confirmé par l'auteur. Les enfants vus dans le flashback de Kuma et qui jetaient des pierres sur Kuma sont bien ceux qui protègent Bonnie et qu'on verra pour la première fois à Sabonji. On les reconnaît facilement à leur tache de rousseur, forme de crâne ou même habit, mais certains pestaient contre cette idée sur les réseaux sociaux. Mais l'auteur, comme à son habitude, confirme toujours plus de détails. La personne qui pose la question demandera simplement quelles sont les raisons de pourquoi il protège Bonnie. La raison de pourquoi cette question est posée, c'est que quand ils étaient gamins, ils étaient amoureux de Ginny, et c'est la raison pour laquelle ils harcelaient constamment Kuma en lui jetant des pierres. Mais par effort de ce dernier, et par son altruisme, il va gagner le respect de ces mêmes personnages qui le harcelaient. Ils vont ensuite devenir amis, et suite à la mort de Ginny, ils vont par dignité et dévouement prendre soin de Bonnie et la protéger où qu'elle aille dans le monde. Et c'est pour ça qu'en vérité, ce ne sont que des pêcheurs. Ils ont simplement joué aux pirates pour pouvoir donner une renommée à Bonnie et la traiter comme si elle était leur propre fille. La raison de pourquoi on ne les revoit plus par la suite, c'est parce qu'elle se fera capturer par Akainu et que par une raison mystérieuse, réussira à s'enfuir, qui sera d'ailleurs pas précisé dans le SBS. Elle ne reviendra pas chercher son équipage, mais ira toute seule à Marie-Joise pour retrouver Kuma, et la suite, vous la connaissez. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais c'est sur la même page où on posera une deuxième question sur Bonnie, mais cette fois sur son fruit du démon, car il est légitime de se poser la question de si son fruit du démon peut rendre immortel, vu qu'on peut être un enfant. En réalité, l'auteur répondra par le manga, car au chapitre 1072, il sera dit que sur les êtres vivants, l'efficacité ne dure pas longtemps. Donc forcément, de par ce fait, les effets s'estomperont à un moment ou à un autre. Et quiconque devenu enfant par son pouvoir reviendra à son état initial. On arrive quasiment vers la fin de la vidéo, et il reste deux éléments du SBS à aborder. Notamment une qu'on a découvert à Amazon Lily, qui est la maladie de l'amour. La question du fan ne sera pas très pertinente, car ce sera juste une incompréhension de sa part. Mais ça provoquera une réponse en chaîne qu'on n'attendait pas du tout. Il révélera que toutes les reines d'Amazon ont souffert de la maladie de l'amour en rencontrant un homme. La raison pour laquelle Shakuyaku et Gloriosa n'en sont pas mortes, c'est qu'elles ont pris la décision unique de suivre leur homme. Ce qui explique pourquoi Shaki reste avec Rayleigh et est extrêmement forte dès qu'on la voit. Mais ça explique aussi et surtout pourquoi Gloriosa était chez les Rox durant le flashback de Kuma sur God Valley. On comprend par là que parmi les membres des Rox, il y a son amour, mais on ne sait pas précisément qui il est. Peut-être que c'était Xebec lui-même, mais on n'a pas du tout la réponse. Par la même occasion, Eiichiro Oda nous révèle l'identité de la reine Amazon avant Boa et après le départ de Shaki, qui se nommera Toritoma, qui est le nom japonais de la Knifofia, qui est une fleur, tout comme tous les noms de l'île des Amazones, et comme on nous l'avait révélé il y a une dizaine d'années, c'est bien elle qui fut la dernière à mourir de la maladie de l'amour. L'auteur s'est fait un petit kiff et pendant ses explications, nous a lâché un joli schéma de ce qu'il s'est passé après l'évasion de ses sœurs Gorgones, qui bien sûr ont réussi grâce aux prouesses de Fisher Tiger. Elles ont été recueillies et protégées par Mamignon, qui s'est rendu à Sabonji et qui a vécu aux côtés de Shaki, et a ensuite décidé de revenir sur l'île des Amazones, sûrement en apprenant la mort de Toritoma et en ayant en tête de faire de Boa la nouvelle impératrice Kuja. Au final, vous avez vu que ces dernières infos de SBS sont assez tournées autour des mêmes choses. C'est pour ça que j'ai laissé une dernière info pour la fin, et qui n'a pas de lien avec les précédentes. Et c'est d'ailleurs lors du flashback de Kuma qu'on nous révélera qu'Ace a réussi à battre tout seul un grand corsaire. Et vu qu'on en parle, c'est Kuma lui-même qui remplacera ce même Shichibukai. Ce personnage se nomme Hanafuda et il est présenté comme mesurant 5,14 m. Donc il est un peu plus petit que Moria. C'est apparemment un collectionneur de fruits du démon antique, et le seul fruit du démon antique qu'on connaît aujourd'hui sont tous apparus durant Onigashima avec l'équipage de Kaido. Mais malheureusement, dans les SBS, rien ne nous est révélé de pourquoi il les collectionne. Son titre est le roi lézard, sûrement car il possède un Zoan en lien avec cette créature. Et ce qui est bizarre, c'est que son chara-design ressemble un peu à celui de Kid. On le remarque à ses gants métalliques, sa ceinture ou même son pantalon qui est similaire au rouquin. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs sa faux peut même être inspirée de l'arme de Killer. En plus de ça, on a comme par hasard un crâne en pins sur son design, comme Captain Kidd qui arbore souvent ce crâne. Ce qui est bizarre avec son arme, c'est qu'elle demande une maîtrise assez spéciale de l'armement. Car en plus de devoir maîtriser la faux, on voit qu'elle est reliée par une chaîne à un boulet piquant. Donc en combat, il doit sûrement se battre de manière à utiliser les deux en même temps. On peut voir qu'il a l'air tout à fait humain, mais son haut forme des cornes bizarres, peut-être en lien avec une race spécifique, ou quelque chose qui nous sera révélé plus tard. On remarque aussi qu'il possède une arme similaire à celle de Jack, qui a lui aussi un fruit du démon antique. Et peut-être qu'un jour, Oda voudra bien élucider tous ces liens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.